Le premier tour des législatives est passé. Bon, je pense que j'ai un peu monologué la face, je vais pas lire d'articles, je vais pas lire quelque chose de construit. Ça sera un petit peu un podcast, un petit peu comme avec celui sur Jordan X. En plus, les deux thématiques sont liées. Ne t'inquiète pas, Jordan X, ça va bien se passer. Donc, voilà. Donc, ouais, voilà, le RN a plus de 30%, environ 34% sur les versions 34. Le Front populaire est à 29-30%. Effectivement, ça se tient dans un mouchoir de poche. Et là, la grande question, c'est la triangularisation. Enfin, en gros, c'est savoir si les électeurs, non, pas les électeurs, les candidats, savoir si les candidats du camp macronien se retireront, appellent à voter pour le Front populaire en cas de duel avec le Rassemblement national. Ce que la gauche a toujours fait. Des votes barrages, c'est comme ça que Macron s'est constitué d'ailleurs sa dernière présidentielle avec il avait même dit après après l'élection qu'il devait son élection justement à un vote barrage contre Marine Le Pen. Donc voilà, c'est dans les shorts, allez voir, de toute façon vous avez à peu près les bails. Je pense que je retrouverai ça et je mettrai ça dans la description si je le retrouve, si j'ai pas trop la flemme. Mais même Edoui Plenel avait tweeté comme quoi Macron avait rappelé que les gens n'avaient pas voté pour son programme mais contre le clan Le Pen tout simplement. Et donc voilà, les électeurs de gauche, et même voire même dans cette, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans cette période, Macron draguait les électeurs de gauche en disant oui, mais en fait sur le fond, on est d'accord sur les valeurs, etc., etc. Et maintenant, bon, Macron, voilà quoi. Donc, vu que d'un point de vue économique, finalement, le RN, c'est comme Macron, mais avec le racisme d'autant plus vénère en plus, et la transphobie, etc., etc. Et bah finalement, c'est vrai que Bardella, Premier ministre, ça le gênerait peut-être un peu moins que comme quelqu'un, je vais pas dire Mélenchon, parce que bon, voilà, faudrait qu'il apprenne à fermer sa gueule, et que les gens, les normies de gauche, voilà, c'est un repoussoir. Et sur ce, oui, je sais que les médias mainstream en font des caisses, contrôlés par Bolloré, tout ça, oui, c'est vrai, mais m'empêche, Mélenchon a quand même ce petit quelque chose de profondément détestable et d'autoritaire. Après qu'ils fassent bander, on va dire, les bandeurs d'autorité de gauche, après, voilà, c'est un kink, hein, je ne juge pas, mais gardez à l'esprit que pour pas mal de gens, Mélenchon, c'est un repoussoir. Effectivement, Bolloré a beaucoup à voir avec ça, etc., etc. Mais gardez à l'esprit aussi que Mélenchon, c'est pas pour autant qu'il s'entend bien avec Edoui Plenel ou avec des médias plutôt à gauche aussi. Donc, gardez à l'esprit que Mélenchon, c'est une tête de con. Après, pouvez polémiquer pendant des heures, effectivement aussi, que Mélenchon, on n'a pas de remplaçant globalement au niveau, que Quatennens s'est grillé chez les féministes. Bon, à un moment donné, c'est autant je peux détester Mélenchon à titre personnel, autant je peux admettre qu'on n'a pas de remplaçant globalement au niveau. Voilà. Mais, après, ça, c'est une parenthèse, mais globalement, Mélenchon, quand même, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on peut reconnaître que d'un point de vue gauche parlementaire, il a sauvé les meubles, quand même. Je pense que même le pire des salopards qui déteste Mélenchon, d'un point de vue de gauche, peut pas admettre ça, que Mélenchon s'est fait aussi menacer de mort à plusieurs reprises, etc., etc. Voilà, Mélenchon aussi, il subit pas mal de trucs. À mon avis, il faut quand même le préciser. Mais malgré tout, plus le temps passe à titre personnel et plus je le déteste en fait. C'est simple et c'est frontal. C'est après bon voilà, c'est les suceurs de Mélenchon, voilà, et puis même les militants de la France insoumise, tendanciellement, ils me font un peu peur quand même. Enfin, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. On s'engueulera après. Et vous remarquerez, chers amis, que je n'ai pas flex avec des podcasts sur l'antisémitisme à gauche, malgré le fait que Meir Habib, four à pizza, tout ça, le viol de la gamine de 12-13 ans, je n'ai pas flex. Je n'ai pas flex non plus sur... j'ai vu énormément de contenu de gauche politique qui nie frontalement la chose. On verra après. On verra après. Ce n'est pas la priorité. Même si j'ai pu lâcher 2-3 trucs sur Insta par rapport à ça. Mais en soi, juste vite fait par rapport à cette thématique, non, quoique non, finalement, on verra ça après. On verra ça après les législatives. C'est clairement pas la priorité. La priorité, c'est de faire barrage à un parti politique clairement qui a une affiliation clairement avec le fascisme, qui a été fondé par la division Charlemagne, Waffen-SS, tout ça, Wikipédia, toi-même tu sais. Donc effectivement, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à tout ça? Qu'est-ce qui vaut
je dirais la peine que je branche, que je prenne le micro, que je branche, que j'enregistre, etc., etc., que je fasse une vignette, enfin le mix, tout ça, tout ça. Oui, en même temps je bois, parce qu'il fait horriblement chaud. Donc, qu'est-ce qui en vaut la peine, en fait? C'est plusieurs discussions que j'ai avec ma copine, qui n'est pas spécialement politisée, qui a quand même un affect plutôt de gauche, on va dire, qui sait ce qu'est le RN. Mais malgré tout, elle ne sait pas ce qu'est le RN. Et surtout aussi une discussion avec mon meilleur ami qui est un peu politisé. On va dire, il a conscience de son intérêt de classe. Il a quand même une conscience de classe, une conscience de race. Mais pour autant, il a un côté un peu libertarien, un peu incel. Enfin, peut-être pas incel, mais libertarien, clairement. Mais non, pas incel, pas du tout en fait, pas du tout incel, ce que je raconte comme connerie. Lui, il a claqué, le poteau, il a qu'à claquer des doigts, enfin même, c'est un autre débat, c'est une autre question. Si tu m'écoutes, je t'embrasse. Donc, par rapport à ça, par rapport à ces discussions que j'ai pu avoir à droite, à gauche, il y a un côté, il y a un côté, d'un point de vue personnel, assez flippant. Parce qu'entre les dernières élections présidentielles, entre le premier tour des élections présidentielles et aujourd'hui, le premier tour des législatives, le RN était avant, les élections présidentielles, premier tour, le RN était à 18%. Et le second, il est à 34%, pratiquement doublé en deux ans. À mon avis, c'est pas dû à la magie. Voilà, comme là, je suis en train de potasser un petit peu de livres de journalistes sur comment les médias boycottent la gauche, comment les médias aussi ne parlent pas des mouvements sociaux, des luttes sociales, etc., mis à part quelques médias comme Mediapart, Politis, Le Monde Diplo, tous les médias un peu de gauche, mais qui n'ont pas une audience de dingue, on va dire. Il y a pas, je pense qu'on ne ferait pas offense aux médias, à Blast ou à Divers ou à Mediapart, par exemple, qui n'ont pas l'audience de CNews ou de BFM. Après, on pourra me dire, oui, ils n'ont pas leurs moyens. Oui, mais ceci explique cela aussi. Si on n'a pas un Bolloré milliardaire, on n'a pas un Bolloré de gauche, je sais pas, qui financerait le média du NPA, tu vois, ça n'existe pas, tu vois. D'ailleurs, il y a toute une psychose par rapport à ça. Oui, les milliardaires appellent à voter à gauche. Quand on regarde, en fait, ces influenceurs, c'est des gens, des randoms, on va dire, c'est des gens normaux qui, à travers Internet, effectivement, se sont fait un bon billet, mais qui ont gardé quand même un affect plutôt de normie, quelque part, tu vois, de normie plutôt... je pense à Squeezie, voilà, qui n'est pas le fils d'un aristocrate, de Lena Situation, même des footballeurs comme Kylian Mbappé, voilà, qui concrètement, ce qu'on pourrait les qualifier un peu de nouveaux riches, les sportifs, en général, les footballeurs, ce sont des pauvres en général qui ont réussi à gagner de la thune à travers le football, à travers le sport. Donc, qui en plus, bizarrement, appellent plutôt à voter Front Populaire, qu'on sait à peu près lire entre les lignes. Et d'ailleurs, c'est ce que le RN a dit. Ils ont voulu, même si Kylian Mbappé devait dire oui, il faut pas voter contre les extrêmes, etc., le RN avait plutôt interprété ça comme étant un appel à voter Front Populaire. Donc, à un moment donné, en tout cas, il a semblé comprendre ça. Et donc, ça pose... oui, les rares gens qui ont de la thune, qui appellent à voter à gauche, en général, ce sont plutôt des nouveaux riches. En général, je veux dire. Après, je sais pas, il y a peut-être un Elon Musk, je sais pas, peut-être que Bernard Arnault a appelé à voter Front Populaire, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires quel milliardaire a appelé à voter à gauche. Hein. Moi, ça m'intéresse grandement, tu vois. Mais globalement, c'est... Bolloré, il fait une EPA, d'un point de vue médiatique, depuis les années 80, le virage néolibéral de 83, à un moment donné, les journaux se sont mis un petit peu en ordre de bataille par rapport à ça. Donc, voilà, c'est carrément, je pense qu'on peut, et puis on a vu les temps, à travers notamment le rhinocéros d'Usul qui parle effectivement du temps de parole de Jordan Bardella, parce qu'il y a tout ce discours aussi comme quoi Bardella serait un formidable communicant, ça passerait bien, il serait souriant, ce qui d'un point de vue objectif est vrai, mais c'est un travail de communication. D'ailleurs, on pourrait souligner pourquoi le vieux ne fait pas ce même job en fait de coach pendant, il se fait coacher pendant 6 mois. Et voilà quoi, et donc après qu'on vienne pas me dire oui, mais le plateau lui est profondément hostile. Et là je vais flex un petit peu avec mon passé de confus droitard soralien. J'ai besoin de rappeler comment Tariq Ramadan a été accueilli sur les plateaux. Malheureusement, il était très bon en rhétorique, très calme, même si par moments on pouvait sentir une pointe d'agacement, mais il a toujours eu
Enfin, il avait cette capacité à s'extraire alors que sur le plateau, des fois, c'était à trois contre lui, mais il avait toujours cette capacité à s'extraire, entre guillemets, de l'hostilité, à travers une rhétorique, à travers un propos qui pouvait sembler intelligent ou intellectuel. Bon, Tariq Ramadan, maintenant, on sait qui il est. Bon, à mon avis, bon, voilà, il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus, bien que, bon, ouais, c'est un des rares, enfin, quoique non. Non, mais maintenant, on sait qui il est, voilà, maintenant, il n'y a plus l'ombre d'un doute là-dessus. Parce que j'allais dire que ouais, c'est sur l'affaire des un peu MeToo, c'est un des rares gars qui a un peu pris tarif, et comme par hasard, c'est un rebeu qui prend tarif. Bon, effectivement, on peut souligner peut-être un traitement un peu raciste, mais Tariq Ramadan, bon, je pense qu'on est tous à peu près d'accord que le gars est un énorme antisémite, voilà, réac, etc., et qui paraissait réformiste, effectivement. De ce point de vue-là, donc Mélenchon devrait s'inspirer de Tariq Ramadan. Voilà, comparaison éclatée. Mais dans cet exercice, effectivement, où le plateau t'est hostile, t'es clairement pas favorable, bah excuse-moi, à un moment donné, il faut se mettre au niveau. Il faut se mettre au niveau. Et Mélenchon n'est pas bête. Enfin, et d'ailleurs, ce n'est pas que le problème Mélenchon, on va dire. Bref, je ne vais pas faire le reproche à lui Boyard, lui, il est dans le rôle du petit con un peu agitateur. Ce rôle lui va très bien, c'est comme ça qu'on l'apprécie, c'est comme ça qu'on l'aime. Mais voilà, c'est à un moment donné, c'est les députés du Front National, du Front Populaire, pardon, semblent découvrir à chaque fois que le plateau leur est hostile. Et je sais pas, il faudrait qu'ils n'ont pas l'idée de se faire coacher par un communicant, par un professeur de rhétorique, etc., de s'entraîner. Enfin, à un moment donné, ces gens touchent des putains de salaires de barjots, et on dirait qu'ils semblent le découvrir à chaque fois que le plateau leur est hostile. Je trouve que c'est ne pas prendre la pleine mesure de la chose. Comment dirais-je ? Et puis voilà, donc à un moment donné, il y a cet effort à faire d'un point de vue, présentation médiatique. Mais après, comment dirais-je ? Voilà, donc, voilà, 12 millions de votants, à peu près 12 millions de votants pour le Rassemblement national. Je ne vais pas vous le cacher, pour moi, c'est 12 millions de racistes. Pour moi, c'est frontal, c'est clair, c'est net et c'est précis. Pas dans le sens raciste, dans le sens ils sont levés un matin, ils veulent tuer les bébés renois, ou je sais pas, ou tuer des migrants en mer. Enfin voilà, je pense pas que ce soit à ce niveau de détestation. Mais voilà, j'ai toujours cité le contrat racial, effectivement, en cas de crise, vu qu'ils ont un petit peu lâché l'affaire sur aller chercher la thune dans la poche des milliardaires, effectivement, en cas de crise, tu as plutôt tendance à mettre les catégories les plus défavorisées sous le bus, et comme par hasard, les catégories défavorisées, socialement, ce sont plutôt les racisés. Donc effectivement, le racisme peut être une stratégie de survie parfaitement viable et parfaitement froide, en fait, hein. Enfin, au nom du salaire symbolique, comme dirait Sylvie Laurent, Mélanie Laurent, enfin une des deux, l'une est actrice et l'autre est plutôt historienne des États-Unis, avec son livre Poor White Trash, qui parlait effectivement du concept de salaire symbolique. Qu'est-ce que le salaire symbolique ? Le salaire symbolique, c'est finalement d'un point de vue des bourgeois, tu es un gueux, avec la figure du Poor White Trash, du pauvre petit blanc. Mais le pauvre petit blanc a lui-même ses gueux, c'est-à-dire à l'époque de l'esclavage, il avait les esclaves. Donc oui, moi je suis un sauvage pour les grands bourgeois, mais à mon échelle, à ma petite échelle, j'ai moi-même mes gueux. C'est ce qu'on appelle concrètement du salaire symbolique. Effectivement, et donc au nom de ce salaire symbolique, de cet affect de ressentiment, parce qu'on pourrait appeler, oui, effectivement, toujours le même discours raciste, d'ailleurs, qui joint avec une vision aussi antisémite, comme quoi, s'il juge à quelque chose, c'est forcément qu'il a comploté, c'est qu'il a triché, c'est forcément quelque chose qu'il a rusé, quelque part. Et comme là, aux États-Unis, ils ont le concept de la welfare queen. La welfare queen, c'est dire, c'est la reine des fraudes sociales, on va dire. Tu vois, pendant que vous, les bons Américains, vous galérez, vous travaillez honnêtement, vous payez un poulet premier prix. La welfare queen, ces connards de Renois, d'Afro-Américains et de Latinos, en fait, eux, ils peuvent s'acheter un bon beefsteak avec les aides sociales. C'est ça le concept de la welfare queen. Et c'est un discours qu'on entend. D'ailleurs, je mettrai dans la description l'épisode de l'entraîneur de Kif Taras avec l'historienne, qui est extrêmement intéressant, sur la figure du pauvre petit blanc. Allez vous écouter ça, vous avez tout compris du programme du RN. Vous avez tout compris. Je bois. Et c'est bien évidemment une manière raciste de gérer une crise économique. Effectivement, donc, ce n'est pas raciste dans le sens haineux, mais c'est un calcul froid de survie. Dans ce sens-là, c'est raciste, indiscutablement. Et donc, je mettrai aussi le lien Amazon du livre Le contrat racial. Et d'ailleurs, il faut que je lise un de ces quatre, le livre. Il faut que je le lise, ça me paraît un petit peu, je fais souvent référence à ça. Il faut que je le lise, D'ailleurs, même d'un point de vue plus large, il faut que je me cultive peut-être beaucoup plus sur le racisme.
Voilà, il faudrait que je lise beaucoup plus là-dessus. En dehors du livre de Colette sur l'idéologie raciste, qui est une base, mais bon, enfin, la thématique est tellement vaste aussi. Et donc, par rapport à ça, donc de ce point de vue-là, c'est oui, mais tu insultes les 12 millions d'électeurs racistes. Oui, frontalement. Frontalement. Il n'y a pas d'autre explication logique et rationnelle à ce vote. En 2 ans, voilà, Bolloré a bien fait le taf, malheureusement. Il a su embarquer toute une population dans une vision typiquement réactionnaire et raciste. Voilà, il n'y a pas besoin de tortiller du cul pour chier droit. Voilà, à un moment donné, c'est bon, ça peut sembler une explication un peu simpliste, mais à un moment donné, non, oui, effectivement, c'est simple, dit comme ça, mais dans la mise en œuvre, voilà, de rachat de chaînes, de journaux, etc. En soi, c'est tentaculaire. C'est réellement tentaculaire. Donc, je vous réinvite à voir les rhinocéros du Zul sur la question, qui pour le coup sont plutôt bons. Après, sur l'antisémitisme, bon, je me suis mordu, enfin j'ai hurlé dans mon oreiller. On en reparlera après. On verra ça après. C'est thématique urgente, mais il y a plus urgent encore à l'heure actuelle. La résurgence d'empathie avec des liens avec le fascisme historique, par exemple. Donc je vous invite aussi à revoir aussi le podcast que j'avais fait sur justement cette question de l'antisémitisme, sur Macron, sur le RN, tout ça. Je mettrai ça dans la description. Et donc aussi, par rapport à ces 12 millions de racistes, je pense, là j'ai dit clairement les termes, vote raciste, dans un calcul froid de survie. Et non pas, ils n'ont pas reçu le mémo comme quoi les Renois étaient nos égaux, non, en cas de crise, voilà. Je renvoie aussi à l'impérialisme d'exclusion que j'ai fait avec la critique de la valeur, tout ça, voilà, je vous mettrai ça dans la description, l'impérialisme d'exclusion, parce qu'on est typiquement dans ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, sur les 12 millions, il y a quelque chose qui m'est revenu assez souvent dans les discussions que j'ai eues avec ma copine et mon meilleur ami. C'est cette impression, enfin, cet argument que l'extrême droite, finalement, ne peut pas arriver au pouvoir. Enfin, les conséquences concrètes d'un parti d'extrême droite au pouvoir, en fait, ils ne semblent pas le capter. C'est-à-dire, oui, ils peuvent... Enfin, même mon pote me disait, mais oui, le RN est dédiabolisé, donc j'ai fait tout le listing des dingueries du RN ces 6 derniers mois. Bon, il a dit, ok, il n'y a pas de... Ok, j'ai compris, voilà, il n'a pas insisté plus. Enfin, voilà, après, la discussion s'est très bien passée, voilà. Enfin, je sais qu'avec le bro, on peut discuter politique, mais voilà, même s'il a un peu dormi sur les bords, je sais que, voilà, face à des preuves et des articles, etc., en général, il est plus... Enfin, voilà, ça, disons que c'est pas un conspi. Disons que, voilà, c'est pas un conspi. Donc par rapport à ça, il y a, comment dirais-je, pour eux, l'extrême droite, c'est un truc de cinéma. C'est un truc qui a existé, mais qui n'est plus valable aujourd'hui. On peut pas... Effectivement, je pense qu'il y a tout ce folklore de la milice, enfin si je pense qu'il y en aura, mais tout ce côté un peu folklore de trucs en cuir, des petites milices dans les rues qui tabassent les gens, comme à Berlin dans les années 30... Je pense qu'on va avoir quelque chose d'équivalent, mais de moins folklorique, de moins marqué esthétiquement. Et je pense qu'on en aura. Mais tout ça pour dire... marqué. Qu'est-ce que ça veut dire moins marqué esthétiquement? C'est-à-dire que oui, effectivement, je ne pense pas que ce soit Hugo Boss qui vont tailler les trench en cuir. Je crois aujourd'hui, je pense que ça serait quelqu'un d'autre. Enfin bref, c'est un autre sujet. Mais effectivement, on est... les normies ont du mal. Pour eux, le fascisme, c'est le nazi ridicule dans SS 117. En fait, c'est une figure de cinéma. C'est la liste de Schindler, c'est la enfin, pour eux c'est abstrait. Oui, ça existe, mais ça n'existe plus. Ce n'est pas possible. Il y a vraiment un blocage psychologique. De la même manière que Journalix a eu un... Enfin, j'imagine en tout cas, il faudrait qu'il confirme. Journalix, si t'écoutes ça, dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Mais de la même manière que Journalix, avant de tomber sur le documentaire Canal 88, il pensait que c'était quelque chose... Un truc de gauchiste, oui, mais c'est les gauchistes, ils inventent, voilà, ils s'offusquent à rien. Ce sont des nerfs, enfin, comme dirait ce con de penseurs sauvages, oui, les toxiques, penseurs narcissiques, mon cul sur la commode. Voilà, non, mais c'est des trucs délire. Non. Enfin, il y a vraiment ce blocage psychologique en mode, ouais, mais c'est un truc de ciné, Ça peut pas arriver. Des ratonnades organisées avec des groupuscules de 400 personnes, vraiment déter à casser du rebeu. Non,
Non, non, on est en France en 2024, ce n'est pas possible. Et je dis au contraire qu'on est en France en 2024 et que c'est possible. Justement. Ça fait longtemps sur Internet qu'on a vu l'extrême droite dominer YouTube. Bon, après, ils n'ont pas eu Twitch parce que, après, bon, voilà, les gauchistes ont réussi à reprendre la main et réagir. Mais globalement, ça fait super longtemps qu'on sait que l'extrême droite domine dans la société. On le sait. Enfin, à un moment donné, c'est un état de fait. On n'a qu'à voir les chiffres de quelqu'un comme pseudolique, j'allais dire quelqu'un comme pseudolique à gauche pourrait pas exister. Si, dans l'absolu, ça pourrait exister. Mais dans le sens, faire un contenu aussi ouvertement débile et crétin, en fait, non. Dans le sens là, ça pourrait pas être de gauche, en fait. Et au-delà du fait que ça soit pas de gauche, Psyodélique, en fait, ça vient nourrir... Enfin, il a 230K abonnés. Rendez-vous compte, quand même. Et encore une fois... Voilà, j'ai parlé poliment de Calivision. Bah, Calivision avec Diamond sur l'affaire du Mango Case, bah, il a fait le job en fait. Ils avaient démontré que voilà, que Pseudolic était dans une dérive, la vérité, ils s'en battaient les couilles, etc., etc. Et donc à un moment donné, quand tu t'en bats les couilles de la vérité et que ton seul souci c'est la rentabilité, les vues, la thune, bah bizarrement ça t'entend à l'extrême droite en fait. Étrangement, tu vois. Maintenant, le gars relaie aisément Enfin, maintenant, il se gave notamment avec F de souche. Bon, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas la source la plus fiable. J'adore l'eau. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Peut-être moins de 20 ans. Mais voilà, donc sur Internet, on sait tout ça. Enfin là, ce que je dis, c'est une énorme banalité, tu vois. Mais on sait tout ça, que l'extrême droite gagne du terrain pour le fameux combat culturel, bien qu'il y ait des raisons matérielles, que la France est enfin voilà, le job c'est parti en Extrême-Orient avec l'invention du microprocesseur, tout ça, pour maintenir les taux de rentabilité, les usines sont parties. Donc c'est pas le fait de la méchante bourgeoisie, etc., etc. Non, le capitalisme applique des mécanismes, bah oui, quand il y a une révolution technique, pour maintenir les taux de profit, etc., parce que tu augmentes la rentabilité, la production, pour maintenir les taux de profit, t'es obligé de délocaliser pour compresser les salaires, parce que bah il n'y a pas 50 000 manières de s'enrichir, putain. À un moment donné, putain, un peu de base en économie, putain. C'est pour ça que je pense que il y a beaucoup de discours de réindustrialiser l'Europe. Je pense que c'est une chimère en fait. Comment on peut concurrencer un Chinois en fait, ou un Taïwanais, ou un Indien en termes de salaire? Il y a des économistes qui m'écoutent, franchement, qui me démontent le bordel. Hein. Franchement, moi j'écouterais l'argument, mais pour l'instant, je suis assez sceptique sur la faisabilité de la chose. Donc effectivement, ouais, voilà, il y a plus de gauche, enfin il y a plus de gauchisme à l'ancienne. Ça veut rien dire ça, mais il y a plus de. Avant, comment t'étais de gauche? T'étais à l'usine, tu tombais sur le délégué syndical, tu discutais avec les collègues, etc. Il y avait tout un cadre de politisation, il y avait quelque chose de très balisé avec le syndicalisme, etc. T'étais pas forcément syndiqué, mais en tout cas, il y avait quelque chose, il y avait le travail politisait, mine de rien, il y avait un syndicalisme fort, bien que les années 80 ont anéanti tout ça. Mais il y avait un parcours, il y avait quelque chose. Il y avait, dans la tradition de la gauche, il y avait la figure de l'usine, du syndicat, etc., etc. Donc évidemment, mais avec la délocalisation de tout ça, en fait, c'est un peu le centre nerveux de la gauche qui a foutu le camp. Et à un moment donné, c'est comment toucher les gens qui ne sont pas dans les grandes villes, qui sont à la campagne, etc. En soi, c'est un vrai truc, en fait. Et sur le coup, l'extrême droite a très bien... vu qu'ils ont des réponses simples à des problématiques complexes, et que leur solution, à un moment donné, c'est le combat, effectivement, être à gauche d'un point de vue intellectuel, c'est exigeant. Enfin, tu vois, il y a toujours ce truc, oui, mais la gauche, c'est gros cerveau. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai, frère, on va pas se mentir, tu vois. Faut s'enfiler des bouquins, faut comprendre. C'est des débats, et des débats qui peuvent être sacrément brutaux, tu vois. Je vais pas dire le contraire. Mais voilà, en soi, cette thématique-là, en fait, rend ces choses-là sont un handicap pour l'adhésion des gens à la gauche. Après, effectivement, il y a Dany Erhaz qui essaie de faire un truc peut-être moins gros. C'est peut-être un des rares, comment dirais-je, un des rares trucs que je peux leur raconter de manière positive, c'est effectivement, ils ont compris, comme n'importe qui d'ailleurs, a compris à gauche que... moi, je fais du truc de gros cerveau, parce que moi, c'est les trucs du gros cerveau qui m'a fait basculer. Donc moi, je fais du truc qui me parle, si tu veux. Mais en soi, d'un point de vue stratégique, l'angle de Dany Erhaz, faire un peu de troll, faire un peu du truc un peu détente, un peu mode, un peu tendance, etc. En soi, c'est le move gagnant, en fait. Après, s'ils pouvaient s'éviter de mettre en avant Tata antisémite du placard au bout de tes déjà, je t'avouerais que ça serait pas mal, mais encore ce n'est pas la priorité du jour. Voilà, ce n'est pas la priorité du jour. Donc voilà, par rapport à ça, par rapport aux discussions que j'ai pu avoir, c'est
il y a vraiment une difficulté majeure à ce que les normies comprennent ce qu'est concrètement l'extrême droite. Parce qu'on là, on est là sur Internet en bon gauchiste, oui, l'extrême droite, en fait, vu que maintenant ça fait partie des films, hein, enfin, en tout cas pour l'instant, même si je pense que ça va reprendre une actualité assez conséquente, parce que là, on va partir du principe, dans le reste du podcast aussi, on va partir du principe que le RN va gagner le premier tour avec une majorité absolue. Enfin, là, ça sera l'hypothèse de la suite. Donc on reste pour l'instant sur ça, sur les discussions que j'ai avec mon pote, ma copine. Donc ouais, il y a vraiment une difficulté à s'imaginer ce que pourrait représenter en 2024 l'extrême droite d'un point de vue concret. Et ça, c'est une difficulté que je peux comprendre. Mais c'est ce que j'ai dit avec mon meilleur pote, c'est toi et moi, on vient des sectes, on sait très bien comment ça peut basculer de manière assez facile et de manière assez simple en fait. Tu peux vite basculer dans l'horreur, tu peux vite basculer dans l'irrationnel le plus total et que tout le monde est OK avec ça. Moi personnellement, j'ai connu les sectes dans mon parcours. Ouais, je sais à quel point ça peut être facile. Et c'est pour ça que ça me fait quand on dit oui, mais tu peux pas dire que 12 millions de Français peuvent être racistes. Bah si, en fait. Et c'est même extrêmement facile. Dans le fond. Il suffit de réactiver un vieux fond ressentiment et emballer ses pesées. Sorel l'a très bien fait avec l'antisémitisme pendant 10 ans sur YouTube. Pourquoi Bolloré ne pourrait pas le faire à l'échelle nationale? Avec les moyens qu'il a. Voilà. C'est simple, en fait, comme délire. Et par rapport à ça, là, on va partir du principe, comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, que le RN va passer au second tour avec une majorité absolue, pour qu'il puisse avoir les coups des franges et faire ce qu'il a envie, en termes de programme, si on peut appeler ça un programme. Ce qui va suivre, c'est largement probable, mais voilà, on ne va peut-être pas partir défaitiste non plus, mais dans ce scénario-là. Alors, ne prenez pas, les normies, les quelques normies de passage qui écoutaient ce truc-là, déjà d'une, ça sera votre faute. Déjà pour commencer, voilà, concrètement, ça fait sur Internet, aussi, je parle du terrain Internet. Sur Internet, ça fait des années que les divers gauchistes, diverses tendances vous hurlent au visage l'extrême droite. Et que vous êtes là en train d'ironiser. Ah là là, l'extrême droite, lol, PDDR. Ok, très bien. On a même vu, Zioclo d'origine maghrébine, je crois, algérienne, je crois. Je crois qu'il est d'origine, je crois un de ces deux, je crois que c'est son daron algérien d'ailleurs. Un des deux, je sais plus. Accueillir Conversano dans son salon, sans aucun souci. Pour les vues, pour le spectacle, pour les, je sais pas, pour. Ok. On a vu un Renault à Reconquête. Ok. On voit même la sphère apostat, même si je peux comprendre, dans l'absolu, je peux comprendre l'espèce de ressentiment par rapport à la sphère sociabilité d'origine, etc. Mais quand même, j'ai vu aussi pas mal de trucs, osons le dire, franchement pathétiques, comme se trimballer des apostats, se trimballer avec des colliers avec du saucisson Justin Bridou. C'est un choix. Moi, je trouve ça minable, mais c'est un choix. Ok, très bien. Et tous ces prolos, ces gamers un peu cons qui ont voulu voter RN avec à travers Astronomique. Pardon, non, j'ai pas voulu dire Astronomique. Pseudélique, pardon. Non, laissons Astronomique en dehors de tout ça. Bien qu'avec Code Reno, il y aurait de quoi dire. Mais, malgré tout, même si, j'ai entendu le débat avec Malmuche, oui, il en est revenu de ça. Oui, effectivement, il s'est excusé. Alors, enfin, j'ai envie de dire quelque part. Enfin, un de ces quatre, il faudrait que je mette l'extrait en short d'ailleurs. Les rares fois, il fait des trucs de bien, il faut quand même le souligner. Enfin bref, tout ça pour dire. Vous allez, globalement, les normies vont redécouvrir ce qu'est concrètement l'extrême droite. Concrètement. Donc, des gens comme Jordanix, effectivement, qui pendant des années ont bouclé sur l'islam, de manière, entre guillemets, 5 heures de guillemets critique, PDDR. Non mais, sachant que les conséquences qu'il a eues sur sa dernière vidéo en critiquant le RN, à un moment donné... Non mais, voilà, on va pas trop rigoler là-dessus, c'est horrible. Quand vous allez voir des ratonnades, des gens dont les flics vont avoir, entre guillemets, un permis de tuer,
Avec déjà l'IGPN, déjà, bon, le permis était pratiquement assuré, mais là, l'IGPN, là, ça serait juste. Bon, est-ce que l'IGPN va encore exister après le RN, je ne sais pas. Mais on va dire où ils auront concrètement un permis de tuer sans aucune conséquence derrière. Bah, ça sera de votre faute, et vous aurez ce sang sur les mains, en fait. Genre, Nix, tu auras du sang sur les mains. Là, effectivement, là, ça sera. Là, tu peux considérer ce que je dis est violent, mais la réalité sera violente. Parce que pendant des années, tu as alimenté, tu allais vers un certain sens. Ton public était... Et ça t'a pas réellement posé de soucis. Tu as été pendant des années Jordan X, c'est pas que lui d'ailleurs. Enfin, là, je le cite parce que c'est lui qui me vient en tête, tu vois. Mais pendant des années, il y a eu un tas de sphères qui se disaient apolitiques, qui se disaient critiques, etc., ou je ne sais quelle autre connerie, et qui ont alimenté, pour diverses motivations, les vues, la thune, je sais pas, ou peut-être même de la bêtise aussi, ça peut se faire. Je pense réellement qu'être de droite et être con, il y a un lien. En tout cas, être un culte et être de droite, il y a un lien. Bah, effectivement, oui, vous aurez ce sang sur les mains. Vous aurez ce sang sur les mains. Quand il y aura des ratonnades, enfin, quand les militants du RN vont ratonner du gay, vous aurez une forme de responsabilité. Les 12 millions de responsables. Personnellement, moi, je n'oublierai pas les influenceurs, les influenceuses qui ont participé activement à ce climat de merde. Et le jour où jamais les gens, enfin une société, enfin en France, on a décidé de reprendre nos esprits et d'être un peu plus raisonnable, je m'inquiéterais. Parce qu'à un moment donné, enfin, ce qui fait la différence aujourd'hui avec les années 30, parce qu'en termes de recherche historique, d'analyse, etc., pour analyser la montée d'un parti d'extrême droite de nos jours, il y a YouTube. C'est pas impossible que d'ici, si jamais le monde n'a pas sombré dans l'autodestruction la plus totale, que dans 50, 60, 80 ans, il y ait Psyodélique dans les livres d'histoire, en fait, en termes d'influenceurs, type gamer, réac et connard, et qui a participé honnêtement à la montée du racisme. C'est pas impossible. C'est pas impossible que Jordan X se retrouve aussi dans cette catégorie, dans la catégorie critique éclatée de l'islam. C'est pas impossible. Aux yeux de l'histoire, vous passerez pour des salopards, en fait, et des connards. Et ce n'est pas moi qui fais les règles. Ce n'est pas moi. Et voilà toute l'ambition que vous avez sur Internet, voilà toute l'étendue du truc. Après, vous pouvez considérer, mais c'est qu'Internet, je fais que juste des vidéos, machin. Non, c'est comme je dis avec Jordan X, machin, etc. À un moment donné, où est-ce que vous placez votre responsabilité? Encore une fois, et Jordan X ne m'a pas répondu. Donc je renouvelle la question, où est-ce que vous placez votre responsabilité dans tout ça? Après, on pourrait me dire, mais Martin, à la gauche, est antisémite. J'ai fait le job. Je continue à le faire d'ailleurs. Il y a une playlist avec Michel Dreyfus qui traite de l'antisémitisme à gauche, et je l'ai posté il y a déjà plus d'1 an. J'ai pré-shot le sujet. Et j'ai continué aussi de parler d'islam, enfin j'ai continué de parler de la gauche face au djihadisme, même si l'agenda d'Awes est plutôt chargé, mais je vais continuer ce truc-là. Donc, de ce point de vue-là, je fais le job. Après, que ça fasse pas du, c'est un autre sujet. Moi, je suis le premier à déplorer que ça fasse pas du. Mais d'un point de vue individuel, non, je vais sur les sujets compliqués. Je vais sur les sujets vraiment, on va dire même tendus. Je vais me sortir en plein conflit israélo-palestinien, Oui, j'ai sorti l'épisode avec Yvan Segré sur Misère l'antisionisme. Oui, parce que Soral a eu un revival par rapport à ça. Et ce n'est pas moi qui fais les règles. C'est un état de fait. Désolé. Et Eric Diblaté, Jordan X, vous pouvez m'insulter tant que vous pourrez, chamailler, hurler, Martin, nanana, irresponsable, il a dit qu'on était des responsables. Je dis juste que il y a une forme de responsabilité que vous allez devoir assumer à un moment ou à un autre. Et que c'est pas moi qui fais les règles. Et que, effectivement, mécaniquement, vous allez avoir du sang sur les mains. Que les apostats devraient aussi se méfier, parce que c'est pas marqué sur leur gueule que ce sont des apostats. Que les juifs séfarades aussi devraient se méfier, parce que c'est pas marqué spécialement sur leur gueule qu'ils sont juifs. Qui devraient se méfier aussi, parce que la tendance actuelle devrait effectivement les pousse vers...
les pousse vers le RN alors qu'ils ont des négationnistes encore il y a quelques mois en député. Enfin bref, c'est un autre sujet. Mais il y a tout un virage des juifs qui vont à l'extrême droite, enfin à la droite, voire à l'extrême droite. Est-ce que j'en ai eu dans mes NP? Enfin, vous doutez bien, avec la playlist que j'ai fait avec Michel Dreyfus, j'ai eu quelques retours des juifs de droite. Et dans l'absolu, je pouvais comprendre dans l'absolu, tout comme un prolo peut voter RN, dans l'absolu, je peux comprendre, mais à un moment donné, il y a une forme de responsabilité que je ne peux pas nier, en fait. D'accord, ok, tu votes RN pour telle ou telle raison, ok, très bien, mais au bout du bout, est-ce que tu risquerais pas de subir un contre-coup de tout ça? Parce que bon, physiquement, t'es pas un ashkénaze, quoi, donc c'est compliqué, quoi. Est-ce que par cette dynamique-là, est-ce qu'il ne serait pas en train de se mettre en danger? Est-ce que j'en ai dit, je l'ai évoqué plus d'une fois ce sujet? À chaque fois, on m'a pas répondu. Tout simplement. Jordan X, voilà, que pendant des années, il voulait pas que l'islamisme vienne en France, nanana, et finalement, à travers le documentaire Carnet 88, il a vu qu'il y a une forme de proximité entre l'extrême droite, un Carnet Conversano, qui appelle à voter RN, et les islamistes. Et finalement, le parti politique dont Conversano appelle à voter, à adhérer, est aux portes du pouvoir. Donc, on pourrait dire une forme d'islamisme, mais blanc, en fait. Et ça, il n'a pas fait une seule vidéo pour le dénoncer, ou en tout cas pour prévenir, mis à part la dernière qu'il a faite, bien évidemment, qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Comme quoi, ce qui fait le cœur, entre guillemets, des critiques ce qui fait le cœur du djihadisme, c'est d'avoir la pensée réactionnaire, homophobe, viriliste, tout ça. Finalement, quand c'est des blancs, des gens comme Jordan X et d'autres, il n'y a pas que lui, parce que je cite lui parce que bon, voilà, le premier truc qui vient à l'esprit, ça mérite pas d'en faire des vidéos. En tout cas, pas de manière aussi régulière que sur l'islam. Alors que c'est pas l'islam qui est aux portes du pouvoir, c'est le RN. Et à travers le documentaire, il a vu qu'il y avait une très très forte proximité entre les deux. Peut-être, et je dis bien peut-être, c'est une des raisons pour lesquelles il y a peut-être un gros public raciste chez lui. Voilà. Et que toute cette sphère-là, enfin toute la sphère de tous les youtubeurs, les youtubeuses qui ont invoqué le complot woke, qui gangrènent la société, etc. Concrètement, aujourd'hui, c'est qui la menace? Mis à part si vous êtes dans une forme de folie, en fait, ou dire qu'en fait l'extrême gauche, c'est les vrais nazis, ça. Là, je ne peux plus rien pour vous. Vous avez de la boue à la place du cerveau. Je peux rien pour vous. Raisonnablement, je peux respecter. Ouvrez un livre d'histoire, ouvrez Yann Kershaw, qu'est-ce que le nazisme ou la biographie d'Adolf Hitler. Il y a des bibliothèques entières qui n'attendent que vous. Mais vous ne ferez jamais cet effort-là parce que vous êtes une gigantesque bande de branleurs. Voilà. Tout ça pour dire. Tous les youtubeurs, les influenceurs, les machins qui ont plus ou moins invoqué le complot woke, maintenant, face au réel, le réel qui est concret, qui est là, qui est fait notre actualité, qui est aux portes du pouvoir? Qui incarne une menace? Et comme l'a dit Jordan X, voilà, dans les cercles, comme l'a remarqué Jordan X, dans les cercles nationaux d'extrême droite, il y a des djihadistes. Est-ce que tout ceci, finalement, est bien sérieux? Non, je pose honnêtement la question. À un moment donné, ces gens parlaient comme quoi les woke ont une influence de dingue. On a tellement une influence de dingue qu'on ne fait que perdre depuis 20 ans. La réforme contre les retraites, on l'a perdue. Contre Parcoursup, on a perdu. On a tous perdu. La réalité, c'est pas que la gauche qui a perdu, c'est tout le monde a perdu. La société a perdu. Et maintenant que, voilà, un peu, quand les héritiers de Pétain sont... c'est un autre argument, je disais avec ma copine à un moment donné, quand dimanche on est sorti de la salle de cinéma pour voir, comment s'appelle le film là Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet, très bon film d'ailleurs, je vous le recommande d'ailleurs, les 3 heures, moi personnellement je ne les ai pas vus passer. J'avais vu les résultats, j'ai checké directement les résultats en sortant de la salle de cinéma, et j'ai vu les stats, j'ai vu les résultats, et j'avais le regard dans le vide en fait.
Parce qu'il faut savoir que moi, je me bute au film. Aussi au film où il y a des nazis. Mais les livres sur le nazi, les racines intellectuelles du Troisième Reich, sur l'état sur l'état allemand, etc., etc. Je me bute à ça. Je ne fais que lire, enfin, peut-être pas que ça, mais en partie quand même. Vu que je m'intéresse beaucoup à l'antisémitisme, effectivement, le nazisme n'est jamais très loin, en fait. Et donc, par rapport à tout ça, j'ai vu concrètement les livres d'histoire être là en direct. Il y avait une vague sensation de, toute proportion gardée, bien évidemment, enfin, pas non plus, je suis carrément dans le point Godwin, je devrais assumer. Mais effectivement, je me suis dit, là, on vit quelque chose d'historique. On est en train, concrètement, factuellement, de vivre. La dernière fois qu'on a eu un gouvernement d'union des droites, c'était Vichy. C'est pas mon avis, c'est un fait. Après, certains influenceurs disent oui, mais c'est la gauche qui a voté les pleins pouvoirs. Putain, faut arrêter les conneries. On va arrêter le mytho 2 secondes. À un moment donné, vous n'avez qu'une demande d'un culte. Vos sources éclatées. Non, à un moment donné. Aucun historien ne serait d'accord avec ce truc-là. Aucun. Il y a eu des éléments de gauche, etc., etc. Oui, j'entends. Il y en a eu quelques-uns. Mais dire que c'est la gauche qui a voté, gros, nique ta mère. Nique ta mère. C'est les mêmes connards qui disent oui, Hitler était de gauche parce que c'est national-socialiste. Ouais, va te faire, nique ta mère, putain. L'avortement. L'avortement. je ne dirais que ça. Je dirais que ça. Donc à un moment donné, on est vraiment, j'ai eu un mouvement de bad, frère. Et on pourrait dire, oui, mais t'as badé parce que t'es de gauche. Non, j'ai pas badé parce que j'étais spécialement de gauche. Je bade parce qu'on a tous, mine de rien, à y perdre. Les 12 millions de connards qui ont voté, finalement, il y a la plus des 3/4 qui vont subir ce truc-là. Parce que ces connards de cutéreux, ces putains de paysans dans leur campagne profond, ils disent ouais, on n'a pas de social, on n'a pas de nanani. Tu crois que c'est avec le RN que t'en auras, connard? Alors, ça me fait plaisir, arrête de baiser tes chèvres et tu vas ouvrir un bouquin d'économie ou d'histoire. Au lieu de regarder Plus belle la vie, à un moment donné, instruis-toi. Mais Martin, c'est du mépris. Oui, c'est du mépris, parce qu'ils sont méprisables. Désolé, à un moment donné, je peux sortir toutes les explications du monde. J'ai le seum, en fait. J'ai le seum parce qu'à un moment donné, parce que j'ai peur pour moi, pour mes proches, et j'ai peur pour eux, en fait. Même pour les gens qui votent RN, j'ai peur pour eux, parce qu'ils veulent leur rêver des dingueries. Je le sais. Ils vont être encore plus dans la merde. Et pourtant, je déteste Mélenchon. Je pense que je déteste... Les gens qui m'écoutaient, je pense que je déteste objectivement Mélenchon plus que vous tous réunis. Mais, quand bien même je déteste Mélenchon, on s'en bat les couilles. Ce qui est en face, comme danger, c'est trop grave. C'est tellement grave que même Mélenchon a appelé à voter sans ambiguïté Macron en cas de duel, en fait. Mais par contre, l'inverse n'est pas vrai. Donc, Mélenchon a énormément de défauts, je pense qu'on peut le dire, à point de vue concret. Mais à un moment donné, c'est ce qui se passe, c'est grave, quoi. Je veux dire, c'est historique, mais dans le mauvais sens du terme, en fait. Donc, il se passera ce qui se passera, en fait. Mais qu'on soit très clair. On vous aura prévenu pendant des années. Vous n'avez pas voulu nous écouter, vous avez voulu faire à votre idée, quand les bonnes têtes de con incultes que vous êtes, vous allez en subir les conséquences. Même nous, tout le monde va en subir les conséquences. Mais vous n'êtes pas prêts pour ce qui va se passer. Nous, on se doute à peu près de ce qui va se passer. Bon, ça n'atténuera pas la violence du truc, mais on se doute à peu près d'où on va mettre les pieds, en fait, dans quelle période on va vivre. Vous, par contre, vous ne le savez pas. Parce que vous avez le cerveau en bouillie. Vous avez de la flotte à la place du cerveau. Vous n'avez aucune culture, aucune intelligence. Et quand ça va vous tomber dessus, vous n'êtes clairement pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à voir ce qui va arriver. Clairement. Et à mes yeux, vous n'avez pas intérêt à chialer. Je vous l'interdis. Parce que vous aurez participé à ce bordel, en fait. Au lieu de mettre le SMIC à 1600 balles, vous avez préféré
nourrir le narratif conspi et paranoïaque du complot woke, et de l'islam, nanani, nanana. Voilà où on en est avec vos conneries. Parce que c'est pas des vidéos avec des sociologues, des marxologues, etc. C'est pas ma playlist sur l'antisémitisme à gauche qui fait des vues. C'est les conneries paranoïaques qui fait des vues. Qu'on soit bien d'accord avec ça. Il y avait moyen d'avoir un YouTube éclairé qui, pour rendre ce monde peut-être un peu moins merdique. Certains ont fait des choix. Maintenant, on va devoir vivre avec les conséquences de ces choix. On aurait pu faire autrement. Les gens ont fait des choix. Bon, après. Voilà. De toute façon, ça changerait en conséquences concrètes qui vont certainement arriver dans le cas toujours où Bardella devient Premier ministre avec une majorité absolue. Mais qu'on se le dise. On vous aura prévenu. Finalement, ce podcast, c'est ça. Juste pour vous dire, d'un point de vue excessivement long, on vous a prévenu. Et c'est terrible devoir arriver à ces extrémités pour que les gens prennent une piqûre de rappel. Un temps phénoménal de perdu, parce que quand l'extrême droite prend le pouvoir, on ne sait pas trop quand il va le rendre. D'ailleurs, ils ne le rend jamais. Il est toujours arraché des mains. Déjà. Et oui, vous avez voté pour des meurtriers. Voilà. Vous perpétuez la tradition française de collaboration, de fils de pute. Voilà. On est les termes devaient être dits. Et donc, on verra bien ce qui se passe, mais déjà qu'on avait souffert, on était déjà essoré psychologiquement avec Macron, avec ce qui va arriver. Là, on va passer à un niveau hardcore gamer, là. C'est... ouais. Ça s'annonce pas très bien. Enfin bref, commente, partage, like, insulte ma mère si tu veux, vas-y. C'était Martin Eden en direct du Wokistan. Bisous à vous.